voilà. Jabir, mon ami, merci beaucoup. Merci à la table de modération. Je remercie mon ami Abdelatif euh, pour ce qu'il a fait à Bicêtre, parce qu'il a fait un travail merveilleux, et pour ce qu'il est en train de faire à Agadir. Il a bien sûr notre amitié, enfin mon amitié en tous les cas, mon soutien. Merci beaucoup au bureau. Et je l'aurais dit ce matin que c'est le bureau le plus dynamique, le plus festif et le plus agréable que j'ai vu jusqu'à présent. Donc, je vais, si tu le permets bien, si Jabir, je vais commencer par l'atrésie de l'œsophage et on enchaînera sur l'air. D'accord? Donc, l'atrésie de l'œsophage, vous le savez, c'est une pathologie assez courante, assez fréquente, qui, euh, qu'on connaît tous. Ah si. Donc c'est une pathologie qui est assez fréquente parce que son incidence est d'environ environ 2 pour 10 000 naissances. Elle est plus élevée quand il s'agit de jumeaux. La plupart des cas sont sporadiques. Rarement, il existe des cas familiaux, mais c'est extrêmement rare. Et vous le savez très bien qu'il y a eu des progrès considérables qui ont été faits ces dernières années grâce au progrès de la réanimation, de la chirurgie néonatale et également un tout petit rappel d'une seconde, embryologiquement, vous savez tous ce que c'est que le sac vitellin, vous savez tous ce que c'est que l'amnios. Donc à partir de la 3e semaine, on est à ce stade-là, et après on passe progressivement, tout ça parce que si on veut comprendre l'atrésie de l'œsophage, il faut commencer comme les chirurgiens par la base. La base, c'est qu'à partir de la 4e semaine, vous avez la formation du tube digestif primitif, et vous avez à ce moment-là le creusement du sac vitellin, et à partir de la 8e semaine, à partir même de la 6e semaine, vous avez le bourgeon respiratoire qui dérive. Mais si, je pense que ça marche. Ici, vous avez le bourgeon respiratoire ici, qui dérive de l'intestin primitif à partir de la 4e, 5e, 6e semaine, et puis ils vont grandir tous les deux l'un à côté de l'autre, c'est-à-dire coller l'un à l'autre de manière régulière, et vous voyez donc là les deux tubes qui sont l'un à côté de l'autre avec l'intestin primitif qui va aller jusqu'au cloaque. À ce stade-là, c'est encore le cloaque, et vous avez le tube respiratoire primitif. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain moment, vous avez ces deux tubes qui vont se décoller l'un de l'autre, parce qu'il y a une vitesse de migration à la fois de l'œsophage et de la trachée qui n'ont pas la même vitesse de migration. Je pense que la trachée se développe beaucoup plus rapidement que l'œsophage, donc ils doivent se décoller. Ici, on voit qu'il existe donc embryologiquement un décollement entre les deux, sauf qu'au moment de décollement, donc les cellules d'adhérence qui permettent à ce moment-là de désadhérer, de décoller, comme on le voit sur ce schéma, on voit qu'il y a un décollement qui se fait dans le sens distal vers le sens proximal. Et c'est au moment de ce décollement, vous avez de temps en temps des accolements qui ne se décollent pas, et c'est ça qui crée des fistules. Et donc c'est comme ça qu'on comprend un petit peu le mécanisme des fistules. Donc l'atrésie de l'œsophage, on les classe habituellement en 4 ou 5, ça dépend des classifications stades. Maintenant, on les classe en 2 stades, ce qu'on appelle atrésie de l'œsophage sans fistule et ce qu'on appelle également les atrésies de l'œsophage avec fistule. Peu importe qu'elles soient une ou deux ou très proximales et ainsi de suite, sachez juste que les formes les plus fréquentes sont le type 3, ce qu'on appelle le type 3 ou le type C. Ça dépend des classifications. Et les plus graves, ce sont les formes sans fistule, parce que vous n'avez pas d'estomac. C'est ce qu'on appelle le type 1, c'est-à-dire celui-là, ou le type A. Alors, le diagnostic, la plupart du temps, il est fait en anténatal. Mais quand on regarde, par exemple, les méta-analyses qui sont faites sur les critères du diagnostic anténatal, on se base sur quoi? On se base sur l'hydramnios. Il se voit dans d'autres pathologies. Première pathologie qu'on a en bas, c'est le diabète. La mère diabétique. L'estomac non vu, on peut ne pas le voir. Et il faut vraiment avoir des yeux bien rodés pour pouvoir voir un estomac tout petit ou non vu. Et le cul-de-sac supérieur, c'est encore plus compliqué. Ce qui fait que quand on regarde cette méta-analyse qui est faite sur les données de l'écho, vous voyez, c'est très disparate. Franchement, il y en a des gens qui disent bah, « moi je vois tout », d'autres qui disent « moi je ne vois rien ». L'apport de l'échographie est très discuté. Il y a quelques critères, comme vous le voyez
sur ces images-là, vous avez par exemple ici les obstétriciens quand ils font leurs échos, ils se repèrent par rapport à deux repères anatomiques qui sont d'abord l'aorte, parce que l'aorte est très très bien visible chez le fœtus, ils se repèrent également par rapport à la trachée. Et l'œsophage se situe entre les deux, entre l'aorte et la trachée. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent regarder non pas la lumière œsophagienne parce qu'elle n'existe pas. Si elle existe, elle est pathologique. Enfin, si elle est dilatée, elle est pathologique. Ils vont regarder les parois de l'œsophage. En regardant, ils vont suivre les parois de l'œsophage. Et en suivant les parois de l'œsophage, à ce moment-là, on peut parfois voir, quand ils sont entraînés, on peut voir même l'aspect d'une fistule. Et ils suivent également l'œsophage sur sa totalité, puisqu'il y a l'œsophage cervical, et puis il y a l'œsophage thoracique, et là on voit, vous voyez, ça c'est l'œsophage thoracique, vous voyez une minuscule lumière, mais c'est surtout les parois. Et quand le cul-de-sac est bien visible, comme sur cette image-là, ça veut dire que vous avez une dilatation du cul-de-sac proximal, ça veut dire qu'il y a probablement soit une sténose, soit une atrésie de l'œsophage. Il n'y a pas de raison que le cul-de-sac soit dilaté. Et quand vous avez dans des formes où il n'y a pas de fistule, là vous avez une dilatation énorme du cul-de-sac proximal, avec un cul-de-sac qui est plein d'eau et qu'on voit très bien à ce moment-là. Et ça permet de confirmer en regardant l'estomac. Si vous avez un estomac non visible, vous avez le diagnostic d'atrésie de l'œsophage de type 1, ou ce qu'on appelle sans fistule. Donc, quand on compare les techniques, par exemple, qu'on a actuellement à la fois à la clinique, qui sont l'hydramnios et puis l'écho et l'IRM, on s'aperçoit que finalement, l'IRM, elle a une sensibilité et une spécificité qui est nettement meilleure par rapport à l'échographie. Ce qui fait que maintenant, quand on regarde ce qui a été, vous voyez, l'écho, on est dans une sensibilité et spécificité de l'ordre de 60 à 65%. L'IRM, on arrive un peu plus aux environs de 80% de spécificité et de sensibilité. Donc les moyens actuels de diagnostic anténatal ne sont pas encore extrêmement performants. Même l'IRM, elle reste... voilà. Et ce sont des explorations. Il faut savoir qu'une échographie, quand l'obstétricien suspecte une atrésie de l'œsophage, l'échographie dure à peu près 30 à 35 minutes. Parce que, en fait... Pour confirmer qu'il y a une atrésie de l'œsophage, il faut que l'obstétricien regarde les mouvements de l'œsophage et surtout, il faut qu'il regarde le mouvement de succion, déglutition du fœtus et voit comment le péristaltisme œsophagien se fait. Et là, ça demande à peu près 30 minutes parce que les contractions stomacales ou œsophagiennes se mesurent sur 30 minutes. Donc vous imaginez qu'il n'y a pas beaucoup d'obstétriciens qui vont rester 30 minutes devant leur échographe. Malheureusement, la plupart du temps, le diagnostic est fait en postnatal. En postnatal, vous avez quelques éléments d'orientation. La plupart du temps, il s'agit de nouveau-nés à terme. Et vous avez 2 ou 3 signes qui sont très importants, qui sont premièrement l'hypersialorée, un bébé qui salive énormément et qui a, quand vous allez l'aspirer en salle de naissance, vous allez avoir un flot de liquide impressionnant. Et deuxième chose, vous avez parfois un enfant qui commence à développer, enfin, il ne boit pas bien. Et quand il boit, bien sûr, il bave. Et deuxième chose, il commence à tousser à chaque fois qu'il prend le sein, et surtout quand il prend le biberon. Quand il prend le biberon, il va tousser. Et donc là, c'est un signe de fausse route. Ça veut dire qu'obligatoirement, on doit à ce moment-là suspecter une atrésie de l'œsophage. On confirme le diagnostic par le test de la sonde. Et vous voyez donc ici une image où vous avez la flèche qui vous montre qu'une sonde gastrique, elle rebrousse chemin parce qu'elle arrive au niveau du cul-de-sac qui est très large. Vous voyez la courbure de la sonde, il est très large et elle rebrousse chemin. Une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut prendre en charge cet enfant. La prise en charge d'un nouveau-né qui a une atrésie de l'œsophage ne nécessite pas énormément de choses. C'est juste un petit positionnement pour éviter les fausses routes et surtout organiser progressivement son transfert à proximité d'une structure où il y a de la chirurgie. Il ne doit pas être, ce n'est pas obligatoire qu'il soit opéré le jour même ou à l'heure même. C'est une chirurgie semi-urgente. Elle peut attendre 24 heures ou 48 heures à quelques conditions. Première condition, d'abord, les atrésies sans fistule, elles peuvent attendre plus longtemps parce qu'il n'y a aucun risque de distension thoracique, abdominale. De distension abdominale, pardon. Les atrésies avec fistule. Et comment on fait le diagnostic en postnatal? C'est très simple. Vous faites un ASP, si vous avez une poche à air gastrique, vous avez de l'air. Donc vous avez une fistule, obligatoirement. Dans ce cas-là, il faut être très très prudent, parce que si l'enfant a une fistule et qu'il commence à respirer un peu vite, d'autant plus s'il a une détresse respiratoire, si en plus vous mettez une PEP,
là, vous allez lui gonfler l'estomac d'une manière considérable et il faut être très prudent parce que plus l'estomac gonfle, plus l'enfant a une détresse respiratoire qui s'aggrave. Et à un moment, vous devez demander au chirurgien de mettre une décompensation, enfin, il doit dégonfler l'estomac avec un gros cathlon avant de l'opérer parce que l'anesthésiste ne peut pas l'endormir dans ces conditions-là. Donc, la prise en charge, elle se limite à organiser le transfert à proximité d'une unité de chirurgie et de réanimation. Deuxième chose, regardez l'enfant dans sa totalité parce que vous avez un certain nombre d'enfants, presque 50%, ils ont des malformations associées. Donc ça détermine, le pronostic, il est déterminé par les malformations associées. Troisième élément très très important également, c'est qu'il faut éviter les surinfections particulièrement pulmonaires. Ça veut dire que quand j'ai posé mon enfant, j'ai fait le diagnostic, je mets une sonde de Salem au niveau, ou ce que vous avez, une sonde en aspiration au niveau du cul-de-sac supérieur, et le mettre soit minimum en déclive. Le mieux, c'est de le mettre en aspiration douce, à moins 20 cm d'eau, pour éviter les fausses routes. Parce que quand le cul-de-sac est rempli, et ça remonte, et à ce moment-là, ça repasse, une grande partie se passe. Donc, ce qui fait que vous risquez d'avoir un enfant qui va faire des pneumopathies d'inhalation, qui va retarder l'anesthésie et qui va... Voilà, donc vous allez avoir des complications. Donc je stabilise mon enfant, ça veut dire quoi? Je vais regarder son bilan pour savoir s'il n'est pas acide, je vais regarder s'il n'a pas une contre-indication à la chirurgie, et je vais à ce moment-là éviter l'intubation le maximum possible. Pourquoi? Parce que quand vous avez une fistule, vous ne savez pas si la fistule est haute ou basse. Et comme on le sait, je vous ai dit, on fait un ASP, vous avez de l'air dans l'estomac, vous avez obligatoirement une fistule. Si vous intubez l'enfant, pour une raison ou une autre, pour une raison de transport ou parce qu'il a une détresse respiratoire, vous poussez votre sonde d'intubation jusqu'au bout, jusqu'à la carène, et vous remontez un tout petit peu au-dessus de la carène. Parce qu'il faut être au-delà de la fistule, en aval de la fistule. Si vous êtes en amont, en aval de la fistule. Si vous êtes avant la fistule, vous allez ventiler dans la fistule et vous allez distendre l'estomac d'une manière incroyable. Donc il faut faire très attention à la sonde d'intubation. Donc d'ailleurs l'anesthésiste il vous dit ne l'intube pas, je vais le faire moi-même. Sonde pharyngée, je vous en ai parlé. Organisez le truc. Si vous avez, nous on fait systématiquement 24 sur 24, on demande un AV ORL, on les opère la journée, on les opère pas la nuit. Sauf si le bloc est occupé. À ce moment-là, on fait une demande à l'ORL pour regarder s'il y a une fistule. S'il y en a deux. C'est la seule chose qu'on lui demande, et de localiser la fistule, ça aide le chirurgien. Mais ce n'est pas indispensable. Il y a un élément indispensable, une seule exploration qui est indispensable, c'est le coqueur. Pourquoi? Les chirurgiens ne répondent pas. Oui, mais le chirurgien, lui, il va dire, moi j'ai besoin d'une écho-cœur. La première des choses, le chirurgien te dit, il te pose deux questions. Les parents, ils ont signé l'autorisation d'opérer? Oui. Tu as fait une écho-cœur? Non. Bah, quand tu fais l'écho-cœur, tu m'appelles. Obligé. Sauf si le chirurgien est très sympathique, il va te dire, je vais voir sur place. Mais un bon chirurgien, quand il est exigeant, il va te dire, fais-moi. Il ne te demande rien, une écho-cœur. Une écho-cœur. C'est normal. Allège. Non, du tout. Quand tu veux aller de Agadir à Marrakech, tu vas dire, je vais prendre l'autoroute, ou là je vais prendre Ndouz ala Souira. Yak, chirurgien, il a... Hein? Oui, madame, par rapport à la chirurgie. Lui, il veut savoir et c'est une seule coupe. Pas besoin de... Vous prenez votre sonde, vous vous mettez ici, vous regardez, vous lui dites, oui, j'ai fait l'écho, il est en situs solitus. La horte est à gauche. Lui, il va passer à droite. Parce qu'il va passer par le thorax pour ouvrir. Donc, il va passer à droite. Si tu lui dis, je n'ai pas fait l'écho, il ne sait pas par où passer, parce qu'il y a il y a un certain cas où la horte est à droite. Et quand il va ouvrir, il va se retrouver face à la horte. Donc, du coup, il va passer de l'autre côté de nouveau. Il y aura deux cicatrices. Ou bien, il va se débrouiller pour... Parfois, le situs n'est ni solitus, ni inversus, il est médius, je ne sais pas comment ça s'appelle, au milieu. Tu lui dis la horte est au milieu, elle se projette directement sur la colonne vertébrale. Voilà, c'est le seul examen complémentaire qu'exige le chirurgien. Bien sûr, l'anesthésiste, il va demander autre chose. Donc, le traitement, il est obligatoirement chirurgical, il n'y a pas d'autre solution.
Et donc, voilà, le chirurgien, il passe par voie thoracique, il va faire une anastomose à termino-terminale, sauf si le gap est très important, auquel cas, il va faire une gastrostomie. Je ne suis pas chirurgien, donc les chirurgiens ils connaissent mieux cette coupe que moi, que j'ai piquée sur un article. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont localiser la l'atrésie, ils vont regarder s'il y a des fistules, ils ferment les fistules et ils font une anastomose. Et ils vont essayer de ne pas trop tirer. Ça s'appelle une anastomose sans tension, parce que quand il y a une tension, ils vous le disent. Pourquoi? Parce que quand vous avez une tension, il faut faire très attention à la position de la tête, parce que si vous mobilisez trop la tête, vous risquez de tirer sur l'œsophage et vous risquez bien sûr de prédisposer au lâchage de suture. Il y a une seule indication où ils ne font pas d'anastomose termino-terminale, ça dépend des équipes. Il y en a qui font monter un peu d'intestin, il y en a qui font un peu le côlon, il y en a qui font ce qu'on appelle la technique de Gavriou, tunneliser l'estomac, mais la plupart, ils attendent, ils font une gastrostomie dans les sans fistules, le type 1. Parce que le gap est très important, et le gap, il se mesure à ce moment-là en vertèbres, en nombre de vertèbres, et non pas en nombre de centimètres, et ça pousse progressivement, donc ils les opèrent vers l'âge de 3 à 4 mois. En post-opératoire, c'est ça qui nous intéresse. 2-3 éléments fondamentaux. Premièrement, l'enfant doit être pris en charge en néonatologie. S'il doit être ventilé parce que c'est un prématuré ou parce qu'il a déjà une détresse respiratoire, la tête fléchie pour éviter l'hyperextension, pour éviter de tracter sur l'œsophage. Troisième chose, le chirurgien en opérant va mettre en place une sonde transanastomotique. Donc cette sonde, elle va à la fois, c'est une sonde tutrice de l'œsophage et en même temps elle permet de nourrir l'enfant. Donc à ce moment-là, la sonde doit être retirée, elle doit rester en place au moins 7 à 10 jours jusqu'à la cicatrisation. Et le lâchage de suture, on va voir, c'est entre 3 et 5 jours à peu près, enfin 5 à 7 jours. Et donc il faut éviter de retirer la sonde, de toucher la sonde à cette période-là, parce que c'est une période très cruciale. L'alimentation se fait à travers cette sonde gastrique pendant les 5 ou 6 premiers jours de vie. Il y a des gens qui les alimentent dès 48 heures en post-opératoire, mais la plupart, ils les alimentent dès le lendemain de la chirurgie sur la sonde transanastomotique, donc par gavage. Et puis on reprend le biberon ou le sein 48 heures après la chirurgie. Et ces enfants posent un énorme problème, c'est celui de la nutrition. Vous voyez, dans cette étude, c'est le centre de référence de Lille, Gaufran, qui montre bien sûr que vous avez une dénutrition qui s'installe progressivement, et vous voyez les enfants perdent énormément de poids pendant les 3 premières années. On va voir pourquoi ils perdent du poids, et ils ne récupèrent pas, ils récupèrent difficilement. Il y a 5 à 15% des enfants qui gardent un retard de staturopondéral jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Deuxième complication, c'est l'atrésie de l'œsophage, enfin c'est le reflux gastro-œsophagien. L'atrésie de l'œsophage, alors l'œsophage, vous le savez très bien comment ça fonctionne. Quand l'enfant fait une déglutition, vous avez une onde péristaltique qui passe de l'oropharynx qui va aller jusqu'au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. Et à ce moment-là, cette onde, quand elle se propage, il va y avoir une ouverture du sphincter inférieur de l'œsophage et le bol alimentaire peut passer. Sauf que là, vous avez un œsophage qui a été réparé. Donc il y a 2 mouvements qui sont distincts, le mouvement proximal et le mouvement distal. Et vous avez un ralentissement, en tous les cas, parfois même une discordance des mouvements au niveau de l'anastomose. Et là, vous avez le bol alimentaire qui fait des mouvements très particuliers. Et vous avez entre 50 à 90% des enfants qui ont un reflux authentifié. OK ? Donc, en ce qui concerne le reflux, ça, je pense que cet algorithme, vous le connaissez. Donc, il faut voir si l'enfant est symptomatique ou asymptomatique. Habituellement, on met les IPP pendant 1 an. Donc, ça, c'est ici au milieu. On met les IPP pendant 1 an. Et à ce moment-là, si l'enfant continue à avoir des difficultés, soit de ne pas grossir, soit d'avoir des rejets fréquents, à ce moment-là, on fait une pH impédance-métrie, parce que dans la pH métrie toute seule, elle n'est pas efficace, parce que l'impédance-métrie permet à ce moment-là de regarder le reflux gazeux et le reflux liquide, et en fonction de la pH impédance-métrie, on va continuer les IPP, ou bien si on dit c'est un reflux compliqué, on peut faire une pH métrie combinée à une fibroscopie, et après on peut discuter, est-ce qu'il faut faire une chirurgie du reflux, ou il ne faut pas faire une chirurgie de reflux. Donc ça, on le voit tout à l'heure dans la discussion.
Le traitement antiacide, ça c'est une méta-analyse, non, c'est un article, une méta-analyse qui montre effectivement que la plupart des centres qui s'occupent des enfants qui ont une atrésie de l'œsophage traitent par les IPP pendant au moins 6 mois. Alors, vous voyez que dans cette méta-analyse, il y a quelques-uns qui sont extrêmement satisfaits, qui sont en faveur de la suppression de l'acide, l'autre qui ne sont pas. Donc, quand on regarde la globalité, les gens sont plus ou moins contents avec les antiacides. Les complications, donc... Vous les connaissez, c'est les lâchages de suture, 15 à 20% de situations. Vous avez cliniquement, il se manifeste vers le 5e, 7e jour, souvent par des signes minimes. C'est un enfant qui va bien, il a été opéré, tout se passe bien, puis progressivement, il commence à chauffer. Vous ne comprenez pas pourquoi. Puis après, vous allez examiner, vous allez trouver qu'il y a un petit peu de salive qui sort de... Voilà. Et il y a un tout petit peu de rougeur qui s'installe au niveau du médiastin. Et là, vous pouvez faire une radio, vous allez voir que le cul-de-sac poumon droit est comblé, et là vous êtes certain que c'est un... Voilà. Donc là vous devez drainer, vous commencez une antibiothérapie, on les opère qu'exceptionnellement, les lâchages, parce qu'ils vont fermer tout seuls. Les sténoses, vous voyez pratiquement 1 sur 2 vont développer des sténoses au niveau de l'anastomose, et ils ont des difficultés à téter. On va voir s'il faut faire un TOGD de manière systématique ou non. On va voir tout de suite. Ça, c'est une étude à laquelle on a participé à Bicêtre, qui a été faite par Aurélie Femme. 225 enfants qui ont été inclus. Vous voyez dans cette étude... Il y avait 5 centres qui ont participé, 2 centres qui utilisent l'œsophagogramme, c'est-à-dire faire une opacification de manière systématique à l'âge de 1 mois après la chirurgie, et d'autres qui ne le font jamais. Et ceux qui font un œsophagogramme à 1 mois, ils vont regarder comment elle est la suture. Est-ce qu'il y a un rétrécissement? Est-ce qu'il y a une sténose? Est-ce que la sténose est serrée ou non? Et en réalité, vous voyez que ceux qui font l'œsophagogramme de manière routinière, qui sont... donc on a 104 patients, 90 ont un œsophagogramme de manière régulière. Il y a le diagnostic d'un lâchage de suture 1 sur 100. À partir de l'œsophagogramme, alors que ceux qui ne font pas l'œsophagogramme, vous voyez, ils traitent des lâchages de suture dans 10% des cas. C'est-à-dire, comment ? Alors, il y en a qui le font de manière rapide, vers le 5e jour, ça c'est le 5e jour, mais la plupart ils le font à 1 mois. Ils regardent au niveau de l'anastomose, effectivement, s'il y a un lâchage ou non au niveau de l'anastomose. Ça c'est au 5e jour, effectivement, j'ai oublié de le préciser. Au 5e jour, ils le font. Donc nous, on ne le fait pas au 5e jour, on le fait à 1 mois, mais vous allez voir, même à 1 mois, ça ne sert strictement à rien de faire un œsophagogramme où vous avez une symptomatologie qui est parlante de lâchage, un enfant qui est fébrile, qui est septique, qui a un cul-de-sac qui est comblé. Vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir drainer, mettre un drain thoracique au niveau du poumon droit et mettre sous antibiotiques. Au bout de 5 jours, 6 jours d'antibiotiques, vous allez avoir un nettoyage du poumon, et dès que le cul-de-sac est nettoyé, vous retirez votre drain, vous laissez l'œsophage au repos en moyenne une dizaine de jours, et vous pouvez reprendre l'alimentation. La mortalité, elle reste, vous voyez, 4% de mortalité dans cette série de 225 patients. Elle est plus, elle est plus fréquente, vous voyez, il y en a 9, ils sont plus fréquents dans le type 1. Le type 1, on les opère à 4 mois, 5 mois, parfois 6 mois. Ce sont ceux qui n'ont pas ils ont un gap qui fait parfois 5 vertèbres. Donc il y a vraiment très peu d'intestin, d'œsophage, et parfois au bout de 2, 3, 4, 5 mois, tous les mois, on leur fait une opacification à partir de la gastrostomie pour regarder quel est le bout qui a poussé. Et à ce moment-là, parfois, vous n'avez pas du tout de pouce au niveau donc il va falloir faire des sutures, une anastomose sous tension, et cela, parfois, il lâche et il meurt de choc septique. Dans cette série, vous voyez que le poids de naissance était assez correct, 2,5 kg. Vous avez 44% des enfants qui ont une association avec une malformation congénitale. Vous avez le lâchage de suture, vous avez 11% de lâchage de suture dans cette série. Vous avez la striction, 20%, ils ont une anastomose qui est serrée au niveau sténose au niveau de l'anastomose. Vous avez des récurrences dans 2,7%. Vous avez à ce moment-là un truc complet.
Voilà. Et quand on regarde les lâchages de suture, ils sont responsables. Il y a un enfant qui est décédé par lâchage de suture dans un contexte de choc septique. Vous voyez, le plus important, c'est ils augmentent la durée de ventilation mécanique, ils augmentent la durée de la nutrition parentale exclusive, ils augmentent la durée, le délai pour obtenir une alimentation orale totale. Voilà donc le mécanisme de la sténose, vous le savez très bien, c'est essentiellement dû à la suture. Donc quand on est devant des situations où on suspecte une sténose, ça veut dire quoi? On suspecte une sténose, ça veut dire que l'enfant présente des difficultés alimentaires. Il a soit des blocages au moment de l'alimentation, il se bloque, le bol alimentaire se bloque, soit il est obligé de boire de l'eau régulièrement, la mère doit lui donner à boire régulièrement à chaque gorgée pratiquement pour faire descendre les aliments, et là vous allez voir, il a des signes digestifs à ce moment-là de sténose au niveau de l'anastomose. Vous faites soit un œsophagogramme ou une endoscopie. Si vous avez une sténose de l'anastomose évidente, vous pouvez organiser une dilatation à la bougie au ballon. On les opère pratiquement jamais, ou presque jamais. Si les symptômes persistent ou ils reviennent, ils récidivent, à ce moment-là, on est dans une forme réfractaire ou récurrente. Il faut prévoir un traitement adjuvant, c'est un traitement antiacide avec les IPP. Et voilà, donc à ce moment-là, si par contre on n'a pas de sténose et on a un enfant qui a des difficultés de manger, il faut discuter autre chose, essentiellement des troubles de l'oralité qui n'ont rien à voir avec l'œsophage. Naturellement, dans les formes réfractaires les plus sévères, il faut de temps en temps discuter avec le chirurgien pour savoir s'il ne faut pas les réopérer, parce que la dilatation, quand les dilatations échouent, on parle d'échec total de dilatation après 5 dilatations. Qui n'ont pas abouti. Il faut toujours chercher les malformations associées. Donc vous connaissez très bien le bactère, vous connaissez bien le charge. Donc ce sont dans 50% de cas, ce sont eux qui déterminent le pronostic. Pour conclure, donc l'intérêt du diagnostic anténatal, parce que ça vous permet d'orienter l'enfant rapidement vers un centre qui est agréé, enfin qui est de référence en ce qui concerne la prise en charge chirurgicale des nouveau-nés. Il faut se méfier toujours quand le diagnostic est fait en postnatal des formes associées, parce que quand vous appelez le chirurgien ou vous appelez le réanimateur à qui vous allez transférer l'enfant, vous allez lui dire il a une atrésie de l'œsophage, mais il a en même temps une omphalocèle, il a ça, il a ça, il a ça. Donc, la plupart du temps, il vous dit je vais le réparer l'œsophage, mais le reste, je ne peux pas le réparer. Donc, voilà. Donc, la prise en charge doit faire attention au reflux gastro-œsophagien constant. 60 à 80% des adultes qui ont été opérés de l'atrésie de l'œsophage gardent des signes digestifs, en particulier un reflux gastro-œsophagien. Donc, même à l'âge adulte, les sténoses peuvent survenir à n'importe quel moment. Et puis, avec l'âge, et surtout vers l'âge de l'adolescence, vous avez l'apparition de quelques déformations thoraciques qui sont dues probablement à la voie d'abord. Voilà. Je vous remercie, professeur Bourstagne, pour cette belle présentation. Vous avez fait vraiment le tour de toute la question. C'est un sujet qui est très intéressant en néonatologie, bien sûr, en chirurgie pédiatrique viscérale, qui fait toujours débat, surtout le dépistage chez nous au Maroc. Oui, c'est vrai. On voit beaucoup de malades qui viennent d'autres centres lointains, qui sont déjà alimentés donc, au stade de inhalation. Et je vous remercie encore et je donne la parole. Reste de la table si vous avez un conseil. Merci pour cette présentation vraiment qui a touché un peu tous les différents stades de la prise en charge. Dans un contexte un peu particulier, je veux dire un peu du milieu marocain, d'abord le diagnostic anténatal, exceptionnellement mis en jeu. L'échographie, bien sûr, peut aider. Quant à l'IRM, déjà pour les radiologues, ça pose un problème. Il faut que le fœtus ne bouge pas, il faut qu'elle trouve l'image qu'il faut. Il faut le temps très étendu, tous les... Deuxième étape, c'est quand on fait le diagnostic et qu'on prévoit la date de naissance et tout ça, la prise en charge doit
mettre en accord l'obstétricien ou le gynéco-chirurgien, le pédiatre et le réanimateur et le chirurgien pédiatre. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur à quel moment l'enfant va être délivré à la naissance pour qu'il soit pris en charge dans les meilleurs délais. Absolument. Et dans un cadre d'une équipe bien présente. Troisième chose, c'est que heureusement que c'est une pathologie qui n'est pas aussi fréquente qu'on le pense. Et quand on a un enfant comme ça, en général, il est prématuré, poids, comme vous avez dit, moins de 2,6 kg dans notre série. 500 grammes, et avec des difficultés, et souvent, comme dans toutes les malformations du nouveau-né, quand on a une malformation, que ce soit orthopédique ou viscérale, il faut toujours chercher une autre. Bien sûr. C'est toujours l'arbre qui cache la forêt. Donc, il faut toujours chercher d'autres. Et vous avez bien fait d'insister sur l'échographie cardiaque, parce que le problème, justement, c'est la voie d'abord. Absolument. Quand on aborde le problème chirurgical n'est pas aussi. Ce qu'il conseille maintenant, c'est de passer en extra-plèvre, c'est-à-dire rester pour protéger un peu le poumon. Et l'anastomose, comme vous avez bien précisé, il ne faut pas bien sûr mettre sous traction. Il y a quelques astuces ou quelques techniques plus ou moins qui permettent un peu de jouer sur la longueur. Et bien sûr, c'est d'abord atteindre la fistule. C'est ça l'intérêt. Ouais. Le problème qui se pose pour le type 1, d'accord, on ne peut pas les opérer, on fait une gastrostomie. Pour le cul-de-sac, qu'est-ce qu'on fait? Avant, je me rappelle, on faisait la gastro-œsophagostomie à gauche pour essayer un peu mais on rentre dans un cercle vicieux. Dans un cercle qui pose des problèmes qui n'en finissent pas. Et voilà, c'est ça quelques précisions. Bien sûr, ça n'ajoute rien à ce que vous avez dit, mais je tenais à le préciser. Ça valide ce que j'ai dit, c'est vrai. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Morsari pour cet excellent exposé qui a mis en relief une belle perspective de la part de nos confrères pédiatres par rapport à cette pathologie, qui est une pathologie qui constitue l'un des ponts qui nous réunit tous. Deuxièmement, avant que je commence, je voulais tout simplement remercier le bureau pour m'avoir invité au nom de toute mon équipe de chirurgie pédiatrique viscérale sous ce massage. Je vous remercie. À chaque fois que je suis là, je me sens vraiment en famille. Merci pour votre invitation. Alors, je ne vais rien commander, docteur Chaumet, je ne vais rien rajouter. Ce que vous avez dit, c'est l'essentiel. Moi, de mon point de vue, je vais insister sur quelques points parce que là, on est en train de discuter des niveaux plus, on va dire, élaborés de la prise en charge de la l'atrésie œsophage, alors qu'on est en mesure de sensibiliser, comme a dit le professeur Orouya, sur au moins reconnaître une atrésie œsophage. Il faut y penser, il faut la reconnaître. C'est une étape qu'il faut absolument maîtriser par tout urgentiste, ne serait-ce que pour déclencher une alarme. Par la suite, je vais insister sur un deuxième point qui est, à mon sens, très primordial dans la prise en charge de l'atrésie œsophage, à savoir la nécessité de considérer l'atrésie œsophage comme une pathologie qui se traite cas par cas. Il n'y a pas un cas qui se calque sur l'autre. Il n'y a pas un cas qui se généralise. C'est-à-dire que un malade selon l'ancienne classification, avec son fistule, c'est un malade à part, avec les malformations qu'il a ou non, avec tout ce qu'il a comme contexte clinique particulier. Et donc, de ce fait-là, cette prise en charge multidisciplinaire, cette communication entre néonatologue, pédiatre et chirurgien pédiatre au décours de la prise en charge d'atrésie œsophage, il s'avère nécessaire à toutes les étapes.
Et même, je vais prolonger l'idée pour dire qu'une atrésie d'œsophage, c'est une atrésie d'œsophage qui va être suivie jusqu'à l'âge adulte. On ne lâche pas une atrésie d'œsophage après une anastomose. Complètement. Ceci dit, pour aboutir à ça, on doit obligatoirement passer par des formations continues. Dans ce sens-là, poser une sonde gastrique, ce n'est pas un geste anodin. Poser une sonde gastrique, c'est un art. Et poser un sonde gastrique encore plus chez un nouveau-né, c'est un art de faire et c'est un art qui se donne avec l'expérience. Et donc, traiter un nouveau-né, c'est un monde à part. Et pour le traiter, il faut passer par beaucoup de choses et beaucoup d'étapes afin de pouvoir avoir déjà dans la tête une checklist pour prendre en charge cette malade. Je vais juste rebondir sur l'intérêt de la radiographie parce qu'on a toujours l'habitude de demander une radiographie strictement thoracique pour une atrésie d'œsophage, chose qui est fausse. Donc, on se doit ici de bannir les idées reçues et parmi ces idées, c'est de faire une radio thoracique exclusive et faire une radio thoraco-abdominale, bien évidemment. Et passer à côté de l'idée que la radio est là pour me confirmer. Et non, la clinique qui me dit et la radio qui m'oriente et qui va me confirmer ce que j'ai évoqué déjà dans 75% dans ma clinique. Et donc, la radiographie, apparemment, elle a beaucoup d'intérêt à part confirmer, c'est confirmer, mesurer l'écart, classer, rechercher les malformations et, comme a dit le professeur Moursali, c'est très important. Y a-t-il une fistule inférieure qui va être définie par la présence ou non de l'aération digestive? Maintenant, j'ai juste une petite remarque pour le professeur Moursali. Parfois, j'ai eu cette question dans la tête, c'est d'abord à côté droit, gauche, quand il s'agit de l'aorte à droite et gauche. Et comme vous savez, professeur Moursali, parfois on a du mal à faire une éco-cœur dans notre contexte des hôpitaux de périphérie. Donc, vous passez tout le temps à droite. Obstacle pour opérer un malade, on doit être la solution et non pas le problème. D'accord. Donc c'est dans ce sens-là que, effectivement, dans un sens de curiosité, j'ai vu des articles qui sont des anglo-saxons qui disent qu'en quoi, avec une méta-analyse, qui disent qu'en quoi aborder à droite ou à gauche, ça ne change rien. Donc il ne faut pas changer de côté. C'est la dextérité du chirurgien. Parce que si le chirurgien prend le temps d'explorer en disant ça c'est l'aorte, ça c'est la trachée, ça c'est... À ce moment-là, il peut, peu importe. Mais si vous tombez sur... Vous savez que les chirurgiens, c'est comme les médecins, c'est hétérogène. Vous tombez sur un jeune chef de clinique qui est de garde et qui va prendre ce malade et qui n'a pas tellement l'habitude, il va passer à droite, à gauche, enfin il va passer à droite, il se retrouve avec un gros vaisseau en face de lui, il ne sait pas quoi en faire. Bien sûr, il va appeler son chef dans ce cas-là. Mais le chef, il va nous engueuler. Vous aurez pu faire une écho, voilà. Bien sûr. Donc, ça nous ramène au point suivant, qui n'est pas considérer une atrésie d'œsophage comme un organe. L'atrésie d'œsophage, ce n'est pas œsophage. Il faut regarder ce qu'on appelle big picture, c'est-à-dire que reculer en arrière et voir un nouveau-né avec tous ses organes. Et ça va de soi, c'est de rechercher toutes les malformations qui peuvent engendrer d'ailleurs le pronostic vital. Sans trop tarder, juste je vais, comme a souligné le professeur Moursali, je vais rebondir sur le point de reflux gastro-œsophagien qui est un point très essentiel dans la prise en charge et d'ailleurs qui va encore une fois nous converger avec nos confrères pédiatres dans la prise en charge post-opératoire des atrésies d'œsophage. Et on sait tous que le reflux gastro-œsophagien il peut induire une fistule œsotrachéale qui est récidivante ou bien une sténose. Donc ça peut compliquer même notre geste qui est passé jusqu'à preuve du contraire simple. Et donc il ne faut pas sous-estimer le reflux gastro-œsophagien. Maintenant, point de vue de chirurgien concernant le reflux gastro-œsophagien, en ce qui concerne le recours à la chirurgie qui est la funduplicature. Il y a beaucoup de controverses, il y a des gens qui disent qu'en quoi que la funduplicature, elle peut même, par la dysmotilité œsophagienne, exactement, professeur Moursali, par la dysmotilité œsophagienne, elle peut aggraver ce reflux gastro-œsophagien. Et pour ça, il y a encore maintenant de recul sur quand opérer. Et tout le monde, il est très réticent par rapport à opérer un malade qui a un reflux gastro-œsophagien, bien sûr, au stade de symptômes persistants. Juste, je voulais poser une petite question au professeur Moursali concernant les sténoses avec les dilatations. Est-ce que vous avez une expérience par rapport à l'usage de la mitomycine avec la dilatation? Non, du tout. Nous, on utilise, c'est les radiologues qui les dilatent. Donc, une fois que le diagnostic est fait, donc ils les dilatent soit à la bougie, soit à la bougie, soit au... Nous, on utilise beaucoup à la bougie, mais il y en a qui utilisent le ballon. On dilate, oui.
Nous n'avons pas cette habitude. Je ne sais pas si vous savez forcément mais qu'il y a une association en France d'atrésie de sauvage, oui. des emporteurs d'atrésie de sauvage. Oui. Et je vous invite tous, pour clôturer, pour ne oui. pas prendre beaucoup de temps, je vous invite à regarder leurs vidéos de témoignages oui. étant adultes, parce que je viens de voir juste une maman qui était atrésie de sauvage, qui a donné naissance à une atrésie de sauvage son enfant, oui. dont la prise en charge vient. Oui. Donc il faut voir ça, parce qu'il faut voir, on est à un stade où on doit réévaluer nos techniques pour qu'on puisse avancer. Je vous remercie pour votre patience. Merci Mustapha. Moi, en tant que pédiatre, juste deux choses. Je sais qu'avant, il faut confier ses enfants au chirurgien avant de les alimenter. Oui. Parce qu'une fois qu'ils sont alimentés, on va oui. trouver le pronostic. Oui. Avant, on vérifiait automatiquement le chauffage en salle de naissance. Oui. Et maintenant, la tendance, oui. c'est plutôt d'utiliser une poire pour aspirer. Oui. Et on est en train plutôt de délaisser ces pratiques qui étaient quand même permet de oui. diagnostiquer l'atrésie de l'œsophage. On conseille de ne plus faire de oui. Alors, la recommandation actuelle, c'est en fonction des régions. Quand tu vas dans les régions nordiques qui sont connues, la Norvège, Danemark, la Suède et ainsi de suite, 90%, voire 100% d'allaitement maternel, donc le sein, ça ne pose pas de souci, parce que le premier lait, c'est du colostrum, il est très épais, l'enfant ne fait pas de fausse route. Il va remplir la bouche, parce qu'il n'aura pas beaucoup, il va remplir la bouche et il va baver. Donc là, c'est la surveillance. Un enfant qui bave en salle de naissance est un enfant, dans les premières heures de vie, est un enfant qui a une atrésie de l'œsophage jusqu'à preuve du contraire. Donc par contre, les enfants qui prennent le biberon, la question, c'est de poser la question à la maman avant la naissance, est-ce que vous allez allaiter, oui ou non? Si la mère dit oui, je vais allaiter, il n'y a pas de raison de passer dans l'œsophage, parce qu'on sait qu'avec le colostrum, il va baver. Et celui pour lequel la mère dit non, et il va falloir avoir un biberon, avant le passage du biberon, il faut faire passer la sonde gastrique. C'est ça, en tous les cas, c'est la recommandation actuelle qui est encore valable. Merci beaucoup. Je pense à ce que vous savez qu'au Maroc, on a rédigé 2 recommandations dans ce sens et on garde la vérification systématique de l'œsophage. Très bonne idée. Pour les raisons suivantes. Oui. D'abord, la mise au sein précoce à la salle d'accouchement. Oui. Il est de 40%. Ça veut dire 60%, on ne va même pas leur donner à manger à la salle d'accouchement, ça se passera dans les suites de couches sous aucune surveillance. Oui, tu as raison. Malheureusement, personne ne demande à la mère au Maroc avant qu'elle accouche qu'est-ce qu'elle va donner, le sein ou l'allaitement artificiel. Ça. Et au final, on continue à voir, comme l'a dit nos collègues, des femmes, des bébés qui arrivent avec beaucoup de retard diagnostique. Ça. Avec des records de retard diagnostique. Il m'est arrivé de gérer des bébés qui ont 3 semaines. Je vous assure. 3 semaines. Et quand ils viennent avec 6 heures de retard, on commence à râler. Voilà, tu râles. Bien sûr. 3 semaines, je ne vous dis pas la directrice. Ouais. Donc, on a mis sur 2 recommandations de bonne pratique au Maroc. Il faut continuer à vérifier l'œsophage systématiquement tout à fait. en salle de naissance avant de donner le bébé à sa mère. Très bien. Alors, très rapidement, l'œsophagostomie nous pose un réel problème. Je ne sais pas ce que vous faites. On ne le fait pas. Vous ne le faites pas et les bébés restent dans les services 4 mois. 4 mois. Il ne sort pas parce qu'il est en position Trendelenburg avec la sonde. Au début, il est avec une sonde pharyngée en aspiration et ils en ont marre de la sonde. Au bout d'un mois, 1 mois et demi, on retire la sonde, on met en Trendelenburg, donc il va baver dans son lit toute la journée et jusqu'au moment où il arrive avec un gap. Donc en 3 mois, on fait une opacification, on va regarder le nombre de vertèbres. À 4 mois, on fait une opacification. Si le nombre de vertèbres est correct, à ce moment-là, hop, le gap est correct, on les opère. On a beaucoup de soucis avec les titres. Oui, nous on les fait pas sortir. Nous on n'a pas suffisamment de place pour les garder, donc on est obligé de les switcher sur les services de chirurgie. Je te comprends. Là, on les récupère avec des crémopathies, donc c'est une longue histoire. Le deuxième point, pendant combien de temps vous gardez le droit thoracique? 48 heures. Très bien. Juste pour regarder s'il n'y a pas de salive. Voilà, s'il n'y a pas de salive, au bout de 48 heures, on le retire. Troisième question, vous n'avez pas parlé de l'analgésie. Oui. C'est chirurgie thoracique. Oui. Je pense que
Oui, on leur fait une analgésie par du paracétamol et du Nubain jusqu'au retrait du drain. Après le retrait du drain, on arrête l'analgésie s'ils n'ont pas mal, s'ils sont calmes, parce qu'ils ont une échelle d'évaluation, ce qu'on appelle la grille confort B, donc qui est faite par les infirmières toutes les 3 heures. L'extubation, on la fait généralement dans les 6 heures qui suivent. L'extubation chez nous, elle se fait au bloc opératoire, sauf quand ils sont prématurés. Mais ils viennent en ventilation spontanée. Au maximum H6, parce qu'on Voilà. revient du bloc, parce qu'en général, on les opère également les jours en heure ouvrable, où il n'y a pas souvent un senior au bloc, donc ils mettent la main lourde sur l'anesthésie. Donc en général, c'est H6 qu'on a fait, sauf pour les prémains. Oui. Le dernier point, qu'en dites-vous des lâchages précoces? Alors, les lâchages précoces, c'est quand le chirurgien a fait une anastomose sous tension, par exemple quand il y a un gap qui est énorme et la suture est faite sous tension, il nous prévient à l'avance, on le savait, et donc à ce moment-là, on les surveille, ces enfants-là. Soit ça, soit l'infirmière qui ne fait pas attention et l'enfant retire sa sonde, il arrache sa sonde 12 heures ou 24 heures après, et là effectivement c'est un enfant qui est à risque de lâchage, et cela on le surveille. Et de temps en temps il y a des lâchages qui sont minuscules, avec un enfant qui a une petite irritation, qui a quelques traces de salive dans la sonde, dans le drain, le cul-de-sac à peine comblé, on met sous antibiotiques 1 semaine et on touche à rien et ça rentre dans l'ordre. Juste, je voulais dire pour l'anesthésie, on peut aider un petit peu avec l'infiltration locale de la peau. Oui, ouais. Ils le font aussi chez nous. Tout à fait. On peut passer maintenant à la communication suivante par professeur Martari, qui s'appelle la prise en charge de la hernie lomboco-diaphragmatique. Shukran. Voilà, donc je vais enchaîner sur les hernies de coupole diaphragmatique. Qui est une mouchkil, elle ne veut. Si, donc. Non. Ça y est, elle est venue. Donc la même chose, quand on veut traiter une pathologie, surtout chirurgicale, il faut qu'on sache à peu près embryologiquement. Je ne vais pas passer sur les stades du sac vitellin, le sac amniotique, donc ça je passe. Je vais directement au diaphragme. Le diaphragme, comme vous le savez, c'est une barrière entre tout ce qui est intra-abdominal et intra-thoracique. C'est une barrière qui n'est pas étanche. Parce que dans le diaphragme lui-même, il y a des hernies. Enfin, des hernies, il y a des trous. Il y a 4 trous qu'on appelle des foramènes. Il y a le foramen de Morgani, que vous connaissez, qui est antérieur. Vous avez celle qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle la fente de Bosch-Talek, ou le foramen de Bosch-Talek qui est là. Donc cette fente-là, c'est à partir duquel les organes intra-abdominaux vont se retrouver au niveau du thorax. Le mécanisme jusqu'à présent est inconnu. On ne sait pas si les organes remontent à travers la fente parce qu'ils sont attirés par la pression qui sont négatives entre le thorax et l'abdomen, ou bien ils ne sont pas descendus parce qu'ils ont poussé d'emblée sur place. Donc il y a un mécanisme physiopathologique jusqu'à présent qui est inconnu. On sait que ce sont des organes intra-abdominaux qui se retrouvent à l'intérieur. Donc le diaphragme, c'est un organe extrêmement complexe, extrêmement mystique et mystérieux, parce qu'il existe différents types de fibres musculaires. Vous avez des fibres qui sont longitudinales, d'autres qui sont circulaires, et il y a quelques fibres qui sont circulaires qui entourent l'œsophage. Vous allez voir à quoi ça sert, ces fibres qui entourent l'œsophage. Elles ont un mécanisme très particulier. Donc la hernie de coupole diaphragmatique, c'est très simple. C'est une ascension ou en tous les cas, on appelle ça ascension des organes abdominaux dans le thorax. Et à ce moment-là, quand vous avez une absence partielle au total de diaphragme, vous avez cette ascension. Cette ascension, qu'elle soit à droite ou à gauche, obligatoirement, elle va comprimer les organes intrathoraciques, parce que les organes intrathoraciques, le poumon n'a pas d'architecture ou de texture suffisamment dure comme le foie pour pouvoir se défendre. Donc il va se faire écraser, il va se comprimer, donc il va y avoir une compression d'abord du poumon homolatéral, et puis par la suite une déviation du médiastin et une compression du poumon contralatéral.
Et cette compression, comme elle arrive suffisamment tôt, elle va altérer deux éléments. Elle va altérer les alvéoles, donc il va y avoir une réduction du nombre alvéolaire, ce qu'on appelle le contradiaire. Elle va également altérer le lit vasculaire pulmonaire, puisqu'elle intervient sur l'angiogénèse. Donc il y a moins d'alvéoles, moins de vaisseaux. Et ces vaisseaux, comme ils sont en petit nombre, ils sont en plus altérés parce qu'ils ont un épaississement de leur paroi. Et cet épaississement de la paroi va entraîner une hypertension artérielle pulmonaire. Alors ça c'est le mécanisme physiopathe pour tout le monde, mais les réanimateurs, nous quand on voit les parents en anténatal, on insiste sur un élément fondamental qui est compression des viscères certes, mais surtout du cœur. Et c'est le cœur qui est fondamental, parce qu'un enfant qui va survivre ou mourir d'une hernie de coupole diaphragmatique, il ne va pas mourir ou vivre en raison de son poumon, en raison de la fonction cardiaque. Quand vous avez une compression de la du cœur, vous allez à ce moment-là avoir une hypoplasie fonctionnelle et parfois même anatomique du ventricule gauche. Et donc c'est le ventricule droit qui devient dominant, et le ventricule gauche ne fait pas la pointe à l'écho, donc il est tout petit. Et à ce moment-là, en postnatal, le ventricule gauche n'arrive pas à faire augmenter les pressions systémiques par rapport aux pressions pulmonaires, et on se retrouve avec une HTAP réfractaire. Voilà. Donc, cliniquement, c'est très simple. Je reviens sur tout à l'heure. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu la série de Bicêtre. Le diagnostic est souvent fait en anténatal. Dans 80% des cas, il est fait en anténatal en France. En postnatal, vous avez la triade classique, vous avez un enfant qui a une détresse respiratoire, qui a un abdomen plat et que vous avez une déviation des bruits du cœur d'un côté ou de l'autre. Là, vous allez dire, c'est clair, vous avez un gargouillement parfois aérique dans les poumons qui n'a pas lieu d'être, et vous allez à ce moment-là faire une radio, et la radio vous montre soit c'est une forme droite ou une forme gauche. En anténatal, les choses sont un peu plus élaborées. C'est-à-dire qu'actuellement, comme je vous ai dit, 80% des diagnostics se font en anténatal. Là, quand on fait le diagnostic anténatal, bien sûr, il y a un élément cible qui va attirer l'attention, qui est la déviation du cœur, la dextrocardie. Vous avez le cœur qui est dévié à droite, vous allez à ce moment-là faire des coupes spéciales, qui est le cœur, vous voyez ici, ce sont des coupes qui passent par le cœur en 4 cavités, toutes. Et là, vous allez mesurer les 2 poumons. Et vous avez une espèce d'algorithme ici. Vous allez rentrer la longueur d'un poumon, puis la longueur de l'autre poumon, et il va vous donner ce qu'on appelle le LHR. Le LHR, c'est le rapport du poumon sur le périmètre crânien. Puisque le périmètre crânien est constant, la croissance du périmètre crânien, elle n'est pas altérée dans la hernie de coupole diaphragmatique, alors que le développement pulmonaire est altéré. Donc on part du principe que le cerveau, enfin le PC est normal, et à ce moment-là, on va mesurer le rapport entre le poumon résiduel et le périmètre crânien. Et ça, c'est un élément qui est quand même très 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 aidant. Cet écho que j'ai emprunté à Jacques Jany de Bruxelles. Donc, ce LHR, donc le rapport poumon résiduel sur le PC, c'est un élément à la fois diagnostique mais surtout pronostique. En fonction plus le poumon résiduel est important et plus le LHR est grand et plus le pronostic est bon. Par exemple, là, on les classe, le LHR, quand il est supérieur à 1,6, quand ce rapport est supérieur à 1,6, nous avons 85% de survie. Quand il est ce qu'on appelle les formes de bon pronostic, vous avez les formes qu'on appelle intermédiaires, c'est entre 1,1 et 1,6, vous avez une survie à 66%, et quand il est très mauvais, vous avez un taux de survie à 10%. En plus de ça, on va regarder la position du foie. Si le foie est remonté, que ce soit dans les formes droites, le foie est toujours remonté. Mais dans les formes gauches, quand vous avez le foie qui remonte à travers le trou, lui aussi, ça vous abîme le pronostic de 10%. C'est-à-dire que vous allez calculer votre LHR sur la calculette que vous avez vue, et vous réduisez, vous diminuez, vous avez par exemple 35% de chances de survie, vous retirez 10%, ça vous laisse 25%. Parce que le foie, comme c'est un organe solide, il va comprimer plus que les intestins. Il va écraser beaucoup plus. Et donc l'écho, elle est très fiable. Sauf qu'elle est beaucoup moins fiable que l'IRM parce que l'écho, comme vous le savez, c'est subjectif. Elle dépend de l'opérateur. Et d'ailleurs, on le voit régulièrement où vous avez des discordances entre celui qui fait l'écho aujourd'hui et celui qui va la faire 48 heures plus tard. Donc là, c'est un article qu'on avait publié, je pense, en 2013.
à Bicêtre, où vous avez donc, on a élaboré des grilles concernant, au lieu que ça soit la taille, parce que quand on fait l'écho, c'est la surface du poumon. La surface du poumon résiduel. Là, on va calculer le volume en 3 dimensions du poumon résiduel par rapport toujours au périmètre crânien. Donc, vous voyez, ce sont des coupes un peu spéciales. Et la même chose, on regarde, donc on détermine toujours 3 catégories. Les bonnes formes, les formes intermédiaires et les formes extrêmes ou sévères. Et donc, les bonnes formes, vous voyez que le rapport volume observé sur attendu, quand il est supérieur à 45%, ici, quand il est supérieur à 45%, là c'est top. Donc on est extrêmement à l'aise. Quand il est entre 36 et 45%, on est dans les formes entre bonnes et modérées. Et quand on est dans les formes sévères, vous voyez, le volume résiduel, qui est pulmonaire résiduel, est inférieur à 25%, il se situe entre 15 et 25%. Quand il est inférieur à 15%, vous n'avez pratiquement pas ou très peu de chances de survie, mais on va voir qu'est-ce qu'on fait dans ces formes maintenant, donc à Bicêtre et d'ailleurs ailleurs. Voilà, une fois qu'on a élaboré ce diagnostic, donc la plupart du temps, c'est plus facile d'émettre un pronostic quand le diagnostic est fait en anténatal. En postnatal, toutes les formes qui sont faites en postnatal, elles sont des bonnes formes, toutes, ou presque, quand elles ne sont pas associées à des malformations. Donc la prise en charge néonatale, c'est simple. Le mieux, c'est que le diagnostic soit fait en anténatal. On organise la prise en charge au moment de l'accouchement, même avant l'accouchement. Et à ce moment-là, ça permet d'anticiper sur un certain nombre de choses. Quand il n'est pas fait en anténatal, on improvise comme tout le monde. En anténatal, on organise donc le transfert dans un centre de référence, maternité niveau 3, centre de référence. On prévient les réanimateurs, bien sûr, on prévient les chirurgiens. Et quand il faut faire une césarienne, naturellement, vous imaginez qu'on ne va pas la programmer le vendredi, mais plutôt le lundi. Parce que si on programme la césarienne le vendredi, l'enfant va naître le vendredi, il va rester samedi si les chirurgiens sont méga occupés, ils ne peuvent pas. Le dimanche, la même chose. Donc à ce moment-là, on essaie de la programmer en début de semaine. L'enfant est intubé dans l'immédiat, donc on met une sonde gastrique pour décharger l'estomac, on met une voie veineuse périphérique, on commence une sédation en salle de naissance. Donc tout ça, ça doit être fait dans 10 minutes maximum pour que l'enfant soit, on lui fout la paix pour qu'il se stabilise. D'accord ? Premier élément, ça ce sont les recommandations du consortium européen dont je fais partie, c'est stabiliser l'hémodynamique. La hernie coupole diaphragmatique, ce n'est pas un problème respiratoire. Un enfant qui a une saturation à 70, on s'en fout. Mais s'il a une bonne tension, tout va bien. S'il a une mauvaise tension avec une saturation à 90, on est très inquiet. Donc, stabiliser l'hémodynamique. Remplissage, pas trop, 10 à 20 millilitres kilo. Commencez très rapidement les inotropes chez nous. En tous les cas, on commence très rapidement. On utilise essentiellement, vous allez le voir, la noradrénaline. Donc, tous les enfants, presque toutes les formes sévères, ils ont une hypertension artérielle pulmonaire. On ne commence pas le NO inhalé immédiatement parce que parfois ça altère, ça perturbe l'hémodynamique. Donc on attend déjà de remonter la tension artérielle, d'améliorer la circulation centrale et périphérique avant de commencer à traiter l'hypertension artérielle pulmonaire. Restriction hydrique maximale, 40 ml à 50 ml kilo. Parce que ce sont des enfants, comme je vous ai dit, ils ont une hypoplasie du ventricule gauche, il faut le traiter comme une défaillance cardiaque. C'est une défaillance cardiaque. Si on a la possibilité de faire un Rashkind, on leur fait un Rashkind et ça les améliore énormément. Et malheureusement, on ne le fait pas parce que c'est pas le... Voilà. Donc, ventilation conventionnelle. Il y a une publication qui est faite par nos amis hollandais à laquelle on a participé il y a 3-4 ans qui montre que la ventilation conventionnelle est nettement meilleure que la ventilation par oscillation à haute fréquence dans les hernies de coupole diaphragmatique. Stabilisation, c'est d'abord calmer l'enfant. C'est-à-dire que plus l'enfant s'agite, plus la pression pulmonaire augmente et plus il désature et moins il va bien. C'est Sufenta, faible dose. C'est l'Hypnovel, très faible dose, 10 microgrammes kilo. 10 microgrammes kilo, juste pour permettre à l'enfant de ne pas trop bouger. KTVO, KTAO. Le KTAO, c'est pour mesurer la tension artérielle. Le KTVO, c'est pour le perfuser, bien sûr. On monitore la saturation en sus-ductal et en sous-ductal. On met une période transcutanée, la sonde gastrique, je vous l'ai dit, la sonde urinaire. Et on va chercher un objectif de pression artérielle moyenne le plus médiocre possible. On ne cherche pas à être parfait. On cherche juste, par exemple,
40 à 45 mm de mercure. On fait une écho rapidement pour mesurer la pression pulmonaire et on essaye de faire de sorte d'avoir une tension artérielle systémique identique presque à la pression pulmonaire pour éviter l'hypertension. On fait ce qu'on appelle une hypertension artérielle isosystémique, d'accord? Et à ce moment-là, on commence très rapidement la noradrénaline. Dans le service, on utilise beaucoup la prostine. Donc, dans le service, en gros, l'enfant arrive, il est intubé en salle de naissance, il monte, il est légèrement sédaté, il a son premier remplissage, KTA ou KTVO, et on commence la noradré, et on commence en même temps la prostine. Je vous ai dit tout à l'heure que la hernie de coupole diaphragmatique, c'est une hypoplasie fonctionnelle du ventricule gauche. Donc, si vous avez un hypo-VG, vous commencez la prostine. Donc, on commence la prostine immédiatement pour pouvoir, à ce moment-là, garder le canal largement ouvert et égaliser les pressions pulmonaires et systémiques pour éviter l'HTAP suprasystémique qui va entraîner une défaillance cardiaque droite. OK ? Quand est-ce qu'on va les opérer ? Quand ils sont stables. Dès qu'ils se stabilisent, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, ça dépend. Une fois, on n'opère jamais un enfant qui est instable. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la chirurgie, elle répare. Elle ne va pas guérir le malade. Ce qui guérit le malade, c'est vos manœuvres de réanimation. Et la plupart du temps, elle aggrave le tableau clinique. Ce n'est pas le chirurgien qui l'aggrave, c'est la chirurgie qui va perturber et altérer le fonctionnement cardiaque. Pourquoi ? Parce que le cœur qui était écrasé dans une position particulière déviée, parce que quand vous auscultez et quand vous faites l'écho au niveau du creux axillaire de ce côté-là. Alors que le cœur habituellement est là, donc il est projeté à ce niveau-là. Ce qui fait que quand le chirurgien va opérer, il va dévier le médiastin. Et le cœur, il a tendance à retourner parce que, en fait, le cœur n'est pas poussé, il est retourné, il est tordu dans les 3 dimensions. À ce moment-là, vous allez remettre progressivement, le cœur va revenir en place, et en revenant en place, il y a un mouvement de flottement. Et pendant ce temps-là, donc le cœur va essayer de faire un petit peu ce qu'il peut, et donc il va y avoir une hypotension de nouveau. On est obligé en post-opératoire de remettre en place des inotropes, de remettre en place de la prostine alors qu'on avait arrêté, de faire des remplissages. Donc il faut toujours prévoir une aggravation post-opératoire. Ce n'est pas la faute des chirurgiens, c'est uniquement le fonctionnement de la hernie qui est comme ça. Donc il faut s'y attendre. D'accord ? Les complications post-opératoires, beaucoup. Vous avez le chylothorax. Nous, on a 3% de cas, donc c'est une altération. On ne sait pas, on culpabilise souvent le chirurgien en disant « ouais, tu as coupé le canal ». C'est probablement faux. C'est probablement l'association hernie de Coppol plus anomalie du canal thoracique. Difficulté de sevrage de la ventilation, normale, ce sont des hypoplasies pulmonaires. Parfois, vous ventez les enfants pendant 1 mois et demi, 2 mois, même parfois plus. Les infections secondaires, je vous rapporte cet article qu'on avait fait avec Michael Lévy, qui était interne chez moi, sur le risque. On ne sait pas pourquoi ces enfants font beaucoup plus de pneumopathie. Probablement que la texture pulmonaire dans les hernies de Coppol diaphragmatiques n'est pas normale. C'est-à-dire les pneumocytes de type 1 ou les pneumocytes de type 2 qui d'habitude, il y a Bertrand qui est là, donc j'en profite, qui d'habitude, ils ont bien sûr des fonctions de surfactant, dysfonction, mais ils ont également des fonctions de défense locale. Probablement qu'elles sont également altérées. En tous les cas, c'est l'hypothèse qu'on a émise dans cet article. Et puis, il y a l'intolérance digestive, et puis il y a les complications, il y a les récidives, il y a les lâchages de la suture, parce qu'on suture. Alors, la même chose, il existe, je passe au traitement anténatal pour vous dire que c'est une étude qui est faite par Yann de Prest, publiée en 2021, à laquelle on a participé, une étude multicentrique, donc 1314 femmes entre 2011 et 2015, 1314 femmes qui avaient une grossesse avec hernie de Coppol diaphragmatique, et on a tiré au sort 2 bras, un de 47 fœtus et un autre de 48 fœtus. Ceux-là, on les a mis, et ça concerne les formes qui sont extrêmement sévères, pour lesquelles je vous ai dit il y a 0% de chance de survie. 0. D'accord ? Et ces formes-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est très simple. Vous savez que le poumon fabrique de l'eau, du liquide pulmonaire. La plupart du liquide pulmonaire, enfin le liquide amniotique, 50 à 60% de liquide amniotique, il provient du poumon, à partir de pneumocytes de type 1. Et on part de ce principe en disant, si je mets un obstacle à l'écoulement du liquide pulmonaire, je vais maintenir un volume pulmonaire. Ce qui est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va, là, vous voyez, on fait une fétoscopie.
Avec un fétoscope rigide, on localise la trachée du fœtus à 28 semaines et à ce moment-là, on rentre dans cette trachée et on met un ballon, c'est l'obstétricien qui le fait, un ballon, il va le mettre ici dans la trachée. Il le laisse pendant 6 à 8 semaines en fonction de la gravité de la pathologie. Et au bout de 6 à 8 semaines, il va faire le chemin inverse, il va retourner et avec un laser, il va faire exploser ce ballon avec l'idée que le fait de stagner l'eau, le poumon va se développer. C'est vrai qu'il se développe au sens volume, mais on sait très bien qu'au niveau nombre d'alvéoles, il n'y aura pas beaucoup de modifications, et au niveau de l'angiogénèse, il n'y aura pas beaucoup de modifications, parce que c'est ça qui est le plus altéré. Quand on regarde cette étude, il y avait 47, 48, il y a eu de chaque côté, il y a eu des morts, donc il y a eu des morts ou des refus. Et il y a eu du côté ceux qui ont eu une endoscopie avec le ballon, il y a eu 16 sur 40 qui ont survécu au moment de la sortie, et il n'y en a que 6 qui sont passés, qui ont survécu de l'autre côté. Donc il y a quand même un RR qui est de 2,67, c'est-à-dire qu'on augmente les chances de survie de 2,67. Donc je passe là-dessus parce que c'est... En fait, j'ai participé à inclure des enfants dans cette étude, mais sachez que c'est l'extrême, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont 0% de chance, on arrive à 10 à 15% de chance, moyennant des hospitalisations qui dépassent les 6 mois, moyennant des complications respiratoires, digestives, neurologiques, enfin beaucoup de... Voilà. Là, je passe à l'expérience du Bicêtre 2017, c'est au moment où je suis arrivé là-bas en 2009. Donc là, sur cette période, nous avons eu 116 nouveau-nés. Vous voyez, comme la littérature, nous avons 85% à gauche, 15% à droite. Diagnostic postnatal dans 20% des cas, 80% des cas anténatal. Les formes droites anténatales, 13, et les autres, 80 autres. Alors, vous voyez, comme nous sommes centre de référence, on nous réfère des formes qui sont extrêmement, enfin beaucoup de formes intermédiaires ou des formes extrêmement sévères. Nous avons 8, c'est énorme par rapport à ce qu'on voit habituellement. Donc, parce que la plupart de ces grossesses-là, elles finissent en interruption de grossesse. Et parmi ces enfants, nous avons 70% de survie. La littérature donne 70% de survie pour toutes les formes, moins les formes graves. Comme nous avons les formes graves, donc notre taux de survie habituel pour les formes bonnes formes et les formes intermédiaires, il est de l'ordre de 90%. Et comme on est un peu amputé par les formes extrêmement sévères, ça nous réduit un petit peu notre taux de mortalité. Mais ces formes extrêmement sévères nous permettent d'apprendre beaucoup et de beaucoup mieux traiter les formes qui sont... Parce que maintenant, vous arrivez dans le service, une hernie de coupole diaphragmatique, tous les services de réa tremblent. Nous, vous arrivez, donc l'infirmier dit aussi une hernie, donc on va la prendre, il est où l'interne, et ainsi de suite. Parce qu'ils sont tellement habitués avec les formes extrêmement graves que la forme habituelle ne les inquiète pas tellement. 14 enfants sur 100, à peu près, sur 116 ont des malformations associées. Vous voyez, 4% ont des anomalies de cariotype. Quand on regarde la chirurgie, vous voyez, il y a un peu de tout. La parotomie essentiellement, 90% des cas. Les sutures, elles peuvent se faire dans 60% des cas de manière directe et 30% des cas sur plaque. Qu'est-ce qu'on retrouve? Un peu de tout. On trouve de l'estomac, du foie, du grêle, du côlon, de la rate, du rein. On trouve même 14%, on a trouvé des anomalies de rotation. Et ces enfants-là, ils ont, bien sûr, nous avons une mortalité essentiellement pour les formes droites, vous voyez, 62% pour les formes droites. Pour les formes de bon pronostic, nous avons 4% de décès, c'est-à-dire 96% de survie. Pour celles qui sont intermédiaires, c'est-à-dire les moins bonnes, nous avons 35% de survie, excusez-moi. Et pour les mauvais pronostics, nous avons 37% de survie. Ceux-là, normalement, et ceux-là, pratiquement tous, ils ont eu un ballon. Quand on regarde, par exemple, le traitement, à la sortie, vous voyez, 30% ils ont un reflux, 14% ils ont un traitement par les IPP, 10% ils ont des complications orthopédiques, 3% ils ont 21% des reprises chirurgicales. Vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a un tiers qui survivent sans aucune complication. C'est-à-dire que vous n'entendez jamais parler d'eux. Quand vous voyez les consultations, on les voit tous les 6 mois, ils reviennent, ils sont en forme, ils vont à l'école, ils sont en forme, ils grandissent, ils sont en forme. Franchement, il y a un tiers. Tous les autres, ils ont au moins un reflux ou quelques difficultés respiratoires. Le gros problème, c'est la croissance. Ces enfants, il y a
pas, excusez-moi, c'est pas 15%, parce qu'on a fait un travail de mémoire de DES, de pédiatrie, par une de mes internes. Nous avons 25% d'enfants qui ont des troubles de l'oralité. Et comment on l'explique? Je vous ai parlé tout à l'heure du diaphragme, je vous ai parlé des muscles, je vous ai dit qu'il y avait 3 types de muscles, et y compris des muscles qui ont un aspect circulaire autour de l'œsophage. Quand il y a une altération, ça dépend du défect. Quand le défect est très important et qu'il touche ces muscles circulaires autour de l'œsophage, ce sont ceux-là qui ont des troubles de l'oralité. C'est-à-dire que l'oralité, ce n'est pas que la bouche, parce que l'oralité, c'est tout l'axe digestif. Tout l'axe digestif. Et ceux qui ont cette anomalie des muscles circulaires au niveau du diaphragme, ce sont ceux-là qui ont le plus de risque d'avoir des... Donc nous avons à peu près 25% d'enfants qui ont des troubles de l'oralité qui perdurent pendant des années, 2, 3 ans, 4 ans. D'accord? Voilà, donc il y a 2 enfants pour lesquels on ne fait pas de gastrostomie, exceptionnellement, il y a 2 enfants pour lesquels on a mis en place une gastrostomie. Les occlusions, donc vous voyez, comme tout le monde, nous avons entre 10 et 20% d'occlusions sur bride, sauf que maintenant, nos chirurgiens, ils mettent ce qu'on appelle un séprafilm, c'est un film en plastique autorésorbable qu'ils mettent à ce moment-là entre le diaphragme et les viscères. Une fois qu'ils ont fermé le diaphragme, ils mettent à ce moment-là ce film-là, et ce film, il va faire glisser les intestins et tout le reste. Quand c'est du côté droit, c'est le foie, et à ce moment-là, il évite l'adhérence. Et comme nous avons des chirurgiens, en fait, ce sont des greffeurs hépatiques. Avec le foie, ils avaient le même souci, donc ils mettent ce séprafilm pour éviter que le foie n'adhère, parce que parfois ils font plusieurs retransplantations et ça leur permet de faciliter la vie au moment d'une... voilà. Les autres complications à distance, donc les complications, je vous ai dit, c'est surtout nutritionnel. Complications à distance, oxygénodépendance, il n'y en a pas beaucoup. Je conclue rapidement pour ne pas perdre de temps. Donc, en conclusion, vous voyez, même chose. Diagnostic anténatal. Très important, ça vous permet d'organiser la prise en charge en postnatal. Il ne faut pas mettre en place un drainage thoracique. Il y en a quelques-uns, l'équipe de Lille, elle le met, mais elle a la possibilité de mettre un vide aspiratif à moins 4, moins 5 cm d'eau. Moi, je n'ai pas le matériel pour le faire, donc je ne mets pas de... Voilà. Pas de gastrostomie systématique. C'est clair, parce que vous voyez, il y a 2 enfants sur 100 qui ont une gastrostomie chez nous. Et quand on a comparé notre étude, notre population avec celle de Lille qui fait une gastrostomie de manière systématique, nous avons exactement le même taux de troubles de l'oralité, 25%. Nous avons 21%, eux, ils ont 25%. Intérêt d'un suivi pluridisciplinaire, et je vous remercie. Ça, c'est juste pour vous dire que... Voilà. Les enfants qui ont un reflux, vous voyez, même à l'âge de 10 ans, 55%, on garde un reflux. C'est pour le mettre en tête. Merci, professeur Marzali. C'était des explications qui étaient concises. Encore une fois, comme vous l'avez dit, la trésie de ouvrages et la hernie diaphragmatique, c'est des pathologies à cheval entre chirurgien pédiatre et pédiatre. Maintenant, je vais juste... faire quelques petites remarques. Bien sûr. Non, c'est l'objectif. Bien sûr. Alors là, je voulais juste dire que communément admis, on croyait que l'hypoplasie et le poumon, c'est une victime de la hernie diaphragmatique. C'est-à-dire, à force d'avoir un poumon qui ne croit pas dans un espace qui est opportun, on avait une hypoplasie du poumon. Et donc, ce n'est pas le cas. L'hypoplasie pulmonaire, c'est une malformation d'association. C'est-à-dire elle est concomitante. Oui. Et d'ailleurs, il y a certaines études qui ont fait des tests sur des rats qui ont confirmé que parfois, ils ont constaté sur des rats, des modèles de rats, que l'hypoplasie procède la hernie diaphragmatique congénitale avec les modèles de micro-organismes. Jusqu'à présent, on ne sait pas quel mécanisme. Est-ce que c'est l'hypoplasie qui laisse le trou ouvert ou c'est l'inverse? Ceci dit, quelle est l'implication de ce que je viens de dire? C'est que, comme a dit le professeur Marzali, en post-opératoire ou bien en post-opératoire, on ne va pas s'attendre à ce que cette hypoplasie pulmonaire soit corrigée immédiatement. Donc, ce n'est pas directement corrélé à la hernie, et donc on va avoir une prise en charge qui se prolonge dans le temps selon la gravité de la hernie de la coupole diaphragmatique. Maintenant, je vais encore une fois rebondir sur la notion de l'atteinte cardiaque pour vous rajouter une autre notion, c'est que il faut savoir que, bien sûr, avec la rupture du cycle fœtal chez l'enfant à son premier cri, dans la hernie de coupole diaphragmatique, il s'est avéré que la persistance des communications entre l'interventriculaire et la SIA, elle protège le cœur et le poumon dans la hernie de la coupole diaphragmatique.
Donc, et parfois, il fait partie des signes indirects d'une hernie copodiaphragmatique qui peut passer fruste. Sinon, l'association d'une hernie du foie avec le contenu hernière, bien sûr, c'est une association qui s'avère, on va dire, entre guillemets, grave, mais l'astuce qui est derrière, c'est qu'elle est associée souvent à des anomalies vasculaires du foie. Et donc, ça va altérer indirectement la précharge cardiaque. Maintenant, en ce qui concerne la prise en charge, je vais juste encore une fois rappeler l'idée qu'il faut absolument demander dans une hernie de copodiaphragmatique une radio de thoraco-abdominale face et profil. Pourquoi on demande profil? Pour localiser dans les formes antérieures, est-ce que dans les formes plutôt rétro-xyphoïdiennes, est-ce que c'est antérieur ou postérieur? Et ça nous facilite la prise en charge, ça nous localise nos chirurgiens. La deuxième notion de base est la suivante. La hernie de la copodiaphragmatique, ce n'est pas une extrême urgence. Donc, il faut tâcher de coordonner toujours avec nos confrères réanimateurs, je parle du point de vue chirurgien, afin le terme, c'est, professeur Marsalé l'a bien dit, de stabiliser. Il ne faut pas comprendre stabiliser par le fait que l'HTAP va disparaître. On n'aura pas la disparition de l'HTAP, elle va s'améliorer. Donc, ce n'est pas une urgence qui est absolue immédiate, c'est une urgence qui est différée. Et la décision d'opérer se fait bien sûr, à chaque fois, elle se fait en concertation avec l'équipe de la réanimation des pédiatres pour opérer le malade avant et après la chirurgie. Sinon, je pense que l'essentiel a été dit par le professeur Mourtzali. Je salue profondément pour la qualité de sa présentation et ça fait énormément plaisir de vous faire. Merci beaucoup, Alila. Merci. Je tiens à féliciter encore une fois le professeur Mourtzali pour cette excellente présentation. Moi, j'ai une petite question orthopédiste que je suis pour les 10% de complications orthopédiques. Je pense dans les abords thoraciques, c'est ça. Outre les scolioses, qu'est-ce qu'il y a aussi comme complications? Alors, il y a 3 types de complications. Premièrement, il y a des déformations thoraciques, parce que quand la plupart du temps, c'est à gauche. Quand vous allez opérer, à ce moment-là, vous avez une hypoplasie du poumon gauche. Donc, vous avez une biomécanique qui va être déformée en anténatal déjà. On ne le voit pas, mais ça va se développer par la suite. Donc, vous avez à ce moment-là un écrasement du thorax gauche avec un plexus qui va sortir et vous allez à ce moment-là avoir un écrasement avec des déformations parfois affreuses de la cage thoracique gauche. Vous avez une déformation du rachis. Alors, ce n'est pas dû uniquement à la chirurgie. Alors, ce qui est dommage parce que je suis parti donc à la retraite un peu trop tôt, mais j'avais entamé un travail. J'avais constaté une chose, que quand j'examinais ces enfants qui ont des déformations, quand je les examine, j'examine de la tête aux pieds, donc j'ai regardé qu'ils ont des muscles paravertébraux qui sont asymétriques. Du côté où il a été opéré, les muscles paravertébraux ne se développent pas. Vous avez une hypoplasie du développement. Et j'avais commencé un travail en faisant une échographie systématique chez ces enfants à la consultation. On regarde les muscles paravertébraux et les muscles abdominaux à l'écho pour voir quelles sont la taille de ces muscles. Effectivement, il y a un hypodéveloppement musculaire des deux côtés qui fait que vous avez une déformation progressive à la fois au niveau type scoliose, type psyphose, type déformation rachidienne, et voilà. Et donc, oui, 10% à peu près qui ont des déformations. De rien. Une petite remarque, Mustapha. Nous, on a parfois des formes d'hernie diaphragmatique qui sont diagnostiquées très tard. Hein. Oui. On a des formes probablement de oui. très très bons pronostics. On a oui. souvent parfois des enfants diagnostiqués de façon fortuite. Oui. Une radio de poumon faite avant une adénoïctomie et on découvre qu'il y a une hernie diaphragmatique. Oui. Donc, dans vos séries, est-ce que ce genre de cas existe? Oui. Nous avons eu 5, je ne les ai pas mis là-bas, 5 enfants qui ont été diagnostiqués en postnatal. 5 ou 6. Vous avez les nouveau-nés, vous avez 20% de diagnostic en postnatal, les nouveau-nés. Mais ceux qui sont diagnostiqués tardivement, nous avons un qui a été diagnostiqué à 2 mois, un autre à 5 mois, un autre, je pense, vers 6-7 mois. Ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes. Ceux-là, on pense que c'est une hernie diaphragmatique qui s'installe soit après la naissance, soit au moment de l'accouchement. Avec une ascension du fait justement des efforts respiratoires initiaux, il y a une ascension parce que la hernie qui s'installe en anténatal a des répercussions et celles-là, elles sont installées en postnatal. Une autre
petite question concernant les chylothorax. Vous avez Oui. dit qu'on ne met pas de drain thoracique. Oui. Est-ce que vous avez recours à la sondostatine pour les traiter? Oui. Est-ce que vous les drainez? Oui, alors on les draine. Et on fait trois choses. On ne met pas de drain thoracique systématique, ça c'est clair, parce que, en fait, ce qui se passe quand vous mettez un drain, quand les chirurgiens opèrent, vous allez avoir une énorme poche à air ici, parce que le poumon, il est tout petit, il va reprendre son volume progressivement. Entre le moment où le poumon croît, vous avez de l'air et vous avez un nouveau liquide qui va s'installer parce que vous avez des sécrétions. Si vous mettez un drain, et si l'infirmière se trompe en mettant moins 20 ou la moins 30, ou quelqu'un aspire, vous allez avoir un pivotement du cœur et vous allez avoir un arrêt cardiaque immédiat parce que vous allez avoir à ce moment-là une torsion de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Immédiat, je l'ai vu. Je l'ai vu dans le service une fois. Donc, on a arrêté de mettre de ponctionner et de mettre des drains. Deuxièmement, quand il y a un chylothorax, d'abord, le diagnostic est facile. À la fin d'une semaine, l'enfant qui allait pas mal, il commence à s'aggraver. Vous faites la radio, vous allez avoir à ce moment-là un poumon blanc. On commence par ponctionner une fois, deux fois, trois fois. Et quand on ponctionne, on remet un petit peu d'albumine parce qu'on leur pique de l'albumine. Et on commence une alimentation sans acide gras très longue chaîne. On met du monogène, portogène, exact. Bravo, Hassan. Et à ce moment-là, si ça persiste, on les draine. On les draine pendant 2-3 semaines. Et il persiste du liquide, donc on draine 2-3 semaines pour soulager l'enfant. On retire le drain, il récidive, on ponctionne, on ne remet pas le drain. Parce que quand on remet le drain, on va faire persister la pathologie. Donc on préfère drainer en phase aiguë, retirer le drain et ponctionner, même s'il faut ponctionner quotidiennement pendant une semaine, 10 jours. Parce que ça permet, quand tu ponctionnes, tu ne retires pas tout d'une part. D'autre part, ça te permet à ce moment-là de tamponner et de faire fixer le poumon à la paroi, remettre le poumon à la paroi. Sondostatine, systématiquement, on met entre 3 et 9 gamma-kilo-minutes. Et juste un mot pour les formes droites. Pendant longtemps, on a pensé que les formes droites étaient de très mauvais pronostics, donc on ne les prenait pas tellement en charge. Maintenant, on les prend de la même manière que les gauches, sans aucun préjugé. Merci beaucoup. Oui. Question. D'accord. Dernière question. Pas une remarque. Hernie diaphragmatique et éventration diaphragmatique. Oui. Parfois, ils donnent la même information. Oui. Oui. Vous avez raison. Oui, le pronostic n'est absolument pas pareil. Il y a un travail qu'on avait fait avec Hanan Bouchroul il y a une dizaine d'années où on a... c'est même mieux que l'éventration. C'est quand vous avez une hernie diaphragmatique avec sac et sans sac. C'est-à-dire que vous avez des hernies diaphragmatiques où le poumon il est dans le sac. Et là, vous allez regarder à l'écho et vous allez voir une image de sac. Le pronostic dans les formes à sac, 100% de survie. Pronostic extraordinaire, aucune complication. Et celles qui n'ont pas de sac, ce sont des vraies hernies graves. Ceux-là, le pronostic n'est pas aussi bon que ça. Oui. Alors, dans ce cas-là, ils mettent une plaque avec comment il s'appelle, un tissu, je ne me rappelle plus. Ça va me revenir. Donc, ils mettent une plaque et pendant longtemps, ils mettaient une plaque plate. Maintenant, ils vont faire une plaque en dôme. Donc, ils la suturent sous forme de dôme. Ils vont refaire à peu près une coupole diaphragmatique de façon à pouvoir, parce que quand ils la mettaient en dôme, ça tirait trop. C'est vrai que le problème se pose pour les défects sévères où tu es fixé sur les côtes, tu fixes sur les côtes, et dans ce cas-là, quel est le devenir de ce diaphragme? Est-ce qu'il va se développer convenablement ou non, sachant que cette plaque ne sera jamais changée. Il va y avoir une épithélisation de la plaque qui va rester toute la vie, sauf si elle s'infecte. Absolument. Il y aura juste le petit bout, le petit lambeau qui reste, qui va croître, et la plaque, elle va rester comme ça. C'est l'une des causes de la déformation thoracique, c'est que vous avez une biomécanique qui est complètement différente, avec un diaphragme qui se contracte d'un côté, qui ne se contracte absolument pas. Quand vous faites l'écho en mode TM, vous avez une coupole qui ne bouge pas du tout. Merci beaucoup. De rien.